Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Euh, la pensification, donc il y a beaucoup de chapitres, comme vous savez, et les trois derniers concernent la théorie de la connaissance, hein. L'autre fois, on a parlé de l'épistémologie, et aujourd'hui, on va parler de la logique, avoir une pensée correcte. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez abstrait, mais je pense qu'ensuite, on va rattacher plus ceci à la vie quotidienne. Je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Voilà, vous voyez? Tout le monde voit? D'accord. OK. Alors, ici, donc, pour illustrer ce thème, euh, alors d'abord, je vous rappelle nos partenaires, hein, la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et donc, vous avez une illustration avec une pensée un petit peu embrouillée et une pensée qui devient plus claire. Alors, c'est vrai que la logique, ça fait beaucoup penser au cerveau, la pensée correcte, la raison. Mais justement, nous verrons que le problème de l'être humain, c'est que il est illogique dans sa vie, en fait, hein. C'est la fameuse contradiction qui est apparue dans l'être humain. L'académicien Raymond Aron, qui était un homme de raison, en fait, a réfléchi toute sa vie et sur son épée d'académicien, il avait mis cette phrase d'Hérodote. Nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix. Et pourtant, depuis l'origine du monde, nous faisons la guerre que nous détestons. Alors pourquoi est-ce que nous détestons la guerre? Parce que dans la guerre, eh bien, les pères enterrent leurs fils, ce qui est réellement les mamans aussi, hein. Donc personne ne peut vouloir cela. Et en réalité, nous préférerions faire la paix, mais nous vivons encore dans un monde de guerre que nous ne voulons pas. Et cette guerre, en fait, elle commence en nous. Et alors justement, ce qui frappe, c'est que alors nous, nous en parlons souvent. L'Organisation des Nations Unies a un discours rationnel. En gros, nous savons ce qu'il faudrait faire, mais nous n'arrivons pas à le faire, hein, justement. Et là, on n'est pas tellement dans un problème de logique, c'est plutôt le cœur qui manque. Alors nous, nous disons qu'il faudrait un conseil interreligieux à l'ONU. C'est vrai. Il faudrait que ce conseil, pour bien fonctionner, d'abord qu'il soit basé sur la sainteté. C'est le propre, hein, des personnes religieuses d'appeler à la sainteté. Si c'est pour défendre des dogmes ou des théologies, ça ne changera pas grand-chose en fait, hein. Et d'autre part, il faut un esprit prophétique, c'est-à-dire si on se tourne uniquement vers le passé ou le présent, mais si on n'a pas une vision du futur, une vision prophétique tirée des textes sacrés, ça risque de ne pas aboutir. Bon, Gandhi, par exemple, et Martin Luther King sont des gens qui avaient une vision prophétique, hein, pour les situations de guerre. Et ils étaient des hommes de raison, c'est clair, mais ils avaient aussi euh, ce cœur, en fait, hein, d'embrasser des grosses différences. Alors, la logique. Dans l'être humain, il y a l'esprit et le corps, hein. Nous sommes des êtres de dualité. Et notre corps fonctionne correctement. Il n'est pas illogique avec lui-même. Heureusement d'ailleurs, parce que le corps de l'être humain fonctionne correctement. Il n'est pas fou, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des dérèglements, et surtout dans le monde moderne, des maladies graves comme une guerre intestine, hein, dans l'être humain. Mais au départ, voilà, le corps humain fonctionne correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, en fait, et ce corps, il obéit à la loi. Et notre esprit, alors, ben, lui aussi, il devrait suivre des lois et des formes, et parfois, il y arrive très bien. Donc, ça nous arrive d'avoir une vie tout à fait, alors, non seulement rationnelle, mais raisonnable, sage, hein. Mais malheureusement, nous commettons pas mal d'erreurs que nous regrettons ensuite. Alors sur le coup, on pense avoir raison et après, on s'aperçoit qu'on avait tort. Et souvent, le tort n'est pas seulement intellectuel. Ça vient
de passions, de choses qui affectent finalement notre raisonnement, hein. Alors, c'est pour ça qu'il est quand même bon de voir comment la pensée devrait fonctionner, hein. Qu'est-ce que c'est que la logique? C'est un domaine un peu ardu qui a été codifié par Aristote. Il y a des choses de bon sens et vous allez me dire, mais on sait tout ça, pourquoi nous le rappeler? Ben, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contradictions, si vous voulez. Alors, dans le chapitre 10 de la pensée de l'unification, je veux parler du livre, hein. C'est un chapitre qui est très long et qui est très compliqué, en fait. Et on aborde la logique formelle, bon, ça va encore, la logique hegelienne. Et là, il y a un chef-d'œuvre du docteur Lee, en fait, qui est, mais je ne vais pas en parler ce soir. Il a magnifiquement résumé la pensée de Hegel. Alors, j'ai hésité à en parler, je ne vais pas en parler ce soir parce que il faut vraiment une formation philosophique assez forte et j'ai peur que ça n'intéresse pas un certain nombre. Mais je vous encourage très fortement à lire cela parce que Hegel a quand même développé un système très, très intéressant, hein. On ne va pas non plus parler de la logique marxiste, ni de la logique symbolique, de la logique transcendantale. On va rappeler quelques règles de la logique formelle d'Aristote, ça sera déjà bien assez. Alors, dans cette présentation, donc, on va pas aborder tout ce qu'il y a dans le chapitre. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas, hein. Alors, la logique de Hegel, je le disais, hein, moi, je l'ai entendu de la bouche du docteur Lee. Alors, moi, j'étais fasciné par. Il a parlé de ça pendant 2 heures. Je sais que beaucoup ont complètement décroché à ce moment-là. Ils trouvaient ça tellement compliqué, en fait. Quand on n'a pas fait d'études philosophiques, c'est vrai que c'est assez difficile à suivre, hein, il faut bien le reconnaître. Bon, la logique formelle d'Aristote, par contre, c'est simple, en fait, hein. Il a vécu après Platon et il a codifié les lois du raisonnement juste. La pensée, indépendamment de son rapport avec la réalité objective, doit avoir sa cohérence, hein. Il faut qu'on tienne un discours qui est cohérent avec lui-même. Les enchaînements d'idées ne peuvent pas se contredire. On ne peut pas tenir un énoncé puis son énoncé contraire. Or, de nos jours, si vous voulez, ces règles de logique sont de moins en moins respectées. Bon, par exemple, dans les théories du genre, on nous dit bah, un homme peut être à la fois homme et pas homme. Vous dites quoi? On dit oui, c'est la déconstruction, ça. Le masculin, le féminin, tout ça, c'est. Alors, si vous voulez, ça pose des questions de bon sens et en fait, des règles de la logique ne sont plus respectées, hein. Et de manière générale, euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Nous, par exemple, nous disons qu'il doit y avoir une seule Corée. La Corée a deux visages. Donc, les Nord-Coréens disent que la vraie Corée, c'est la Corée du Nord. Et l'autre, c'est une fausse Corée. Les Sud-Coréens disent, mais non, c'est nous qui sommes la vraie Corée, ce sont les autres qui se trompent. Et là, si vous voulez, ce n'est pas tellement un problème de logique, c'est que euh, depuis ce qu'on appelle la chute de l'homme, l'être humain est dans une situation contradictoire, hein. L'être humain est déconcertant parce qu'il est à la fois lui-même et le contraire de ce qu'il voudrait être. Et il n'arrive pas à se décider sur le vrai visage qu'il doit avoir, hein. Aujourd'hui, l'Allemagne est réunifiée, donc il y a une seule Allemagne, mais à un moment donné, elle était divisée en deux, et il y avait des gens qui trouvaient ça bien. François Mauriac disait cyniquement, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Vous voyez, c'était parce qu'il estimait que voilà, l'Allemagne devait être punie pour les fautes qu'elle avait faites. Il y avait toute une génération qui avait cette idée, hein. Bon, en réalité, tout le monde s'est réjoui de la réunification allemande, qui a été le prélude à une, comment dire, la fin de la guerre froide en Europe, hein. Mais il faut savoir qu'il y a encore 40 ans de cela, il y avait deux Europes en lutte l'une contre l'autre, une véritable guerre civile, quoi. C'est pas logique. Mais là, c'est pas un problème rationnel, si vous voulez. Et justement, on parlera de cela dans la deuxième partie. Toujours est-il que, voilà, Emmanuel Kant, très lucide, hein, sur la logique d'Aristote, il disait, cette logique suit déjà, depuis les temps les plus reculés, un chemin sûr. En témoigne le fait que depuis Aristote, il n'est pas nécessaire de revenir en arrière. Il est aussi remarquable que jusqu'ici, cette logique n'ait pas été en mesure d'avancer d'un pas et qu'elle apparaisse donc comme un corps de doctrine clos et complet. En fait, ce que dit Aristote, c'est super simple. Vous allez voir,
voilà, il y a quatre lois qu'il faut rappeler. Enfin, il y en a trois formulées par Aristote et une par Leibniz. Donc, il y a le principe d'identité, le principe de contradiction, du tiers exclu et de la raison suffisante. Vous allez me dire, oh là, c'est très compliqué ça. Non, pas du tout en fait. C'est hyper simple, tellement simple dans un sens. La loi de l'identité, c'est que A est A. De dire, ben ça, je sais bien que A est A. C'est-à-dire qu'une fleur est une fleur. Et là, si vous voulez, ben, justement, on rentre quand même dans des détails qui ne sont pas insignifiants. Malgré les changements de phénomène, la substance de la fleur reste immuable. Héraclite disait, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors c'est vrai que les êtres, ils évoluent. Euh, c'est pas exactement la même fleur le matin et le soir, mais une fois que vous avez dit ça, ben, la fleur, elle est restée la même malgré tout. C'est la même fleur, hein. La substance de la fleur reste immuable. Voilà. Cela implique aussi l'identité dans la pensée elle-même. Justement, une personne déraisonnable, elle tient des propos bizarres, quoi. Elle vous dit que cette fleur n'est pas vraiment une fleur. Vous dites, attends, cette personne, est-ce qu'elle a toute sa tête? Hein. Alors, dans la poésie, on peut s'écarter de la logique. C'est permis, si vous voulez. Il y a des métaphores. On dit que cette fleur, c'est une fleur, mais c'est aussi autre chose. Mais là, c'est permis, si vous voulez, par le langage, hein. En somme, le concept de fleur a un sens identique dans tous les cas. Ce principe peut aussi impliquer l'accord entre deux concepts, comme dans l'énoncé, un oiseau est un animal. Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, le principe de contradiction, ben, c'est l'opposé, en fait, hein. A n'est pas non A. Alors, je vais dire, ben, c'est exactement le même principe que l'identité, mais énoncé à l'envers. Dire une fleur n'est pas une non-fleur revient à dire une fleur est une fleur. Voilà. De même, en disant qu'un oiseau n'est pas un non-animal, on dit en fait qu'un oiseau est un animal, qu'il exprime par une affirmation, une négation, le contenu est identique. Mais si vous voulez, c'est là qu'aujourd'hui on est perplexe parce que justement, la théorie du genre nous dit, bah, ce monsieur-là, il a l'air masculin, mais s'il se sent comme une femme, bah, il n'a qu'à le devenir. Et puis après, s'il veut redevenir un homme. Et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, si vous voulez, ce principe d'identité et de contradiction. Et c'est de plus en plus admis. Alors, il y a aussi la théorie des faits alternatifs, hein, les fake news, etc. Donc, c'est ça qui fait on est troublé parce que d'un côté, on est dans un monde de plus en plus logique et en même temps, c'est un monde qui déraisonne de plus en plus. Donc, il faut rappeler ces règles de base, quoi, si vous voulez. Principe du tiers exclu, tout est soit A, soit non A. Socrate est soit vivant, soit mort, pas dans un état intermédiaire. Alors, parfois, vous vous surprenez à tenir des propos contradictoires dans une même journée. Le matin, vous avez dit une chose et le soir, vous avez dit exactement le contraire. Ben, c'est parce que vous êtes indécis. Et ça peut vous frapper que dans l'énoncé de quelqu'un, il y a des contradictions aussi. Eh bien, ça fait partie de la vie, hein. Mais justement, quand on écoute attentivement quelqu'un, on doit être sensible aux variations de ces énoncés. Si par exemple vous faites de l'évangélisation, vous écoutez attentivement les énoncés d'une personne. Elle vous dit, moi je crois en ceci, je crois en cela. Vous dites, ah bon, c'est intéressant. Et puis après, elle vous parle d'autre chose. Et vous dites, mais c'est marrant parce que j'ai du mal à faire la synthèse entre ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que vous dites maintenant. La personne ne va pas être choquée si vous dites ça avec cœur. Elle voit que vous suivez son raisonnement. Et en fait, elle peut être reconnaissante parce que cette personne est peut-être justement consciente de ses contradictions. Et si vous êtes bienveillant, vous pouvez dire, je crois que je peux vous apporter des réponses parce que, à mon avis, il y a des points qui ne sont pas très clairs pour vous et je pense pouvoir vous éclairer sur certaines choses. Jésus était comme ça. Quand il parle au jeune homme riche, en fait, il demande à ce jeune homme qu'est-ce qu'il a fait de bon jusqu'à présent et Jésus l'approuve. Il dit, bah, tout ce que tu as fait, c'est bien. C'est très bien, ça. Moi, j'ai rien à redire. Mais si tu veux être parfait, viens et suis-moi. Il a senti que ce jeune homme,
Bon, il était content de lui, c'est vrai, mais il y avait quand même quelque chose qui lui manquait, hein. Alors, Socrate ne disait jamais aux gens qu'ils se trompaient. Il disait, bah, écoute, tu viens de tenir un énoncé là, mais est-ce que tu en es vraiment si sûr que ça, quoi? Et Socrate était bienveillant, il voulait pas se moquer des gens, il voulait les amener à évoluer, quoi. Alors, la loi de la raison suffisante, elle a été ajoutée plus tard par Leibniz à partir de l'adage nihil et sine ratione. Rien n'est sans raison. Tout acte de pensée découle de raisons déterminantes. Plus généralement, c'est la loi de cause à effet. Tout être a une raison suffisante d'exister. Ici, la raison signifie la base et ou la cause. Base est le concept opposé à conclusion et cause est le concept opposé à effet. Cette loi signifie donc que la pensée a toujours son fondement et que l'existence a toujours sa cause. Alors, justement, ça aboutit à l'idée d'une cause première, hein, elle-même incréée, qui est Dieu, hein. Par définition, Dieu n'a pas de... il est l'être absolu, hein. Donc, ce principe a été rajouté par Leibniz. Alors ça, c'est les règles du raisonnement, hein, mais ça n'explique pas toute la logique. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu du concept, parce que nous pensons avec des concepts, hein. Alors, c'est quoi un concept? Ben, on va dire que c'est une représentation générale, une idée qui regroupe les traits essentiels d'un être. Alors, je vais introduire des notions, ça va vous paraître un tout petit peu abstrait au départ, je pense que c'est assez compréhensible. L'intention d'un concept, ce sont les propriétés communes à un certain concept, hein. Et l'extension, c'est le champ d'application de ce concept. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on parle d'intention avec un S, hein, attention, c'est pas du tout intention avec un T, hein. Intention en anglais, ça veut dire la compréhension ou encore la dénotation. Ce sont les termes euh, qu'on emploie. Par exemple, le concept de chat. Bah, c'est un animal quadrupède de la famille des félins. Bon, cela dit, des chats, il y en a plein, hein. Il y en a de toutes sortes, il n'y a pas deux chats pareils. Même des chats siamois, bon, bah, il y en a beaucoup de variétés. Donc, si vous voulez, on regroupe sous le terme de chat un certain nombre d'animaux qu'on on connaît, on sait ce que c'est en gros, hein. C'est un petit félin, quoi. C'est un tigre en miniature. Il y en a qui sont très mignons d'ailleurs. Bon, les chats sauvages, c'est un peu différent, hein. Alors, vous allez me dire, le chat est-il un lynx? Ah non, le lynx, c'est encore autre chose, c'est un félin. Donc, vous voyez, les chats, c'est toute une famille et il y a beaucoup de variétés. Alors, ils ont des noms scientifiques, mais tout ça, on les met sous la rubrique du chat. Et le chat n'est pas un chien, ça c'est clair, hein. Le chat, on le reconnaît, il miaule, il n'aboie pas, etc., etc. Donc, il y a l'intention du concept et il y a son extension. Alors, ici, on va aller un tout petit peu plus loin et ne m'en veuillez pas si ça vous paraît encore un peu abstrait. Comparons deux concepts. Le concept dont l'intention est plus large et l'extension plus étroite est appelé concept spécifique ou subordonné. Le concept dont l'intention est plus étroite et l'extension plus large est appelé concept générique. Comparons le concept de vertébré au concept de reptile, d'oiseau ou de mammifère. Le premier est un concept générique, parce que des vertébrés, il y en a de toutes sortes. Ça comprend les reptiles, les oiseaux et les mammifères, hein. Voilà. Le premier est un concept générique par rapport au dernier. Les derniers sont des concepts spécifiques. Alors, par exemple, vous avez un être vivant, c'est tellement large. L'intention est super vaste. Ça comprend toutes les plantes et tous les animaux. Donc, c'est des centaines de milliards d'êtres. Après, vous êtes plus spécifique. Vous dites, bon, parlons des animaux. Eh bien là, l'intention, c'est vie et sens. Eh bien ça comprend les mollusques, les arthropodes, les vertébrés. Après, vous vous intéressez aux vertébrés. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ceux-là? Ben, ils ont la vie, des sens et un squelette. Donc, c'est les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ah, je m'intéresse aux mammifères maintenant. D'accord? Donc, l'intention, c'est vie, sens, squelette, allaitement. Ah, d'accord. Les primates et les carnivores. Bon, intéressons-nous aux primates. Eh bien, là, vous avez la vie, les sens, le squelette, l'allaitement et la préhension. Préhension, c'est se servir de ses mains. Ah oui, donc
les singes, hein, et l'être humain. Vous voyez, là, on est de plus en plus spécifique. Et puis l'humanité, Homo sapiens, eh bien, c'est la vie, l'essence, le squelette, l'allaitement, l'appréhension et la raison. Donc, plus l'intention est large, hein, est étroite, pardon, par exemple vie, hein, plus l'extension est large, et inversement. Bon, vous reverrez ça à tête reposée, hein, ce sont des choses à connaître, c'est des termes qu'on emploie, mais vous voyez que c'est quand même important parce que quand vous avez des enfants et des petits-enfants, vous êtes assez sensible quand même à leur raisonnement. Vous essayez de les guider un petit peu, hein, de les aider à penser correctement. En fait, les livres pour enfants, c'est justement pour apprendre toutes ces choses, hein, pour que l'être humain arrive à une pensée cohérente. Donc, vous avez des catégories qui sont très, très larges, hein, et puis, à partir de là, un concept qui est spécifique par rapport à un concept générique est lui-même générique par rapport à des concepts de plus en plus spécifiques, hein. C'est-à-dire qu'on en vient à une connaissance extrêmement détaillée. Vous vous souvenez que dans l'ontologie, on avait parlé de la taxonomie, hein, le classement de tous les êtres avec les genres, familles, etc. Vous vous souvenez de ça, hein? Voilà. Alors maintenant, on va parler du jugement. Parce que, en fait, la logique, enfin, quand on parle, on émet des jugements, on fait des phrases, hein. Une affirmation sur un objet est un jugement. Ceci est une conférence, une visioconférence. Donc, ce n'est pas une conférence en présentiel. Voilà. En logique, un jugement est l'affirmation ou la négation d'une relation entre certains concepts. C'est une conférence, mais en visio. Voilà. Alors, il y en a, elles sont à la fois en présentiel et en visio. Mais là, on dit, c'est une conférence en visio. Exprimé dans le langage, un jugement est une proposition. Eh bien, bah oui, c'est du bon sens tout ça. Un jugement comporte trois éléments, le sujet, le prédicat et la copule. Ce sur quoi la pensée se concentre est le sujet. Le prédicat décrit son contenu. La copule relie les deux. En général, S est le sujet, P est le prédicat et le trait d'union, c'est la copule. Un jugement s'énonce comme S, trait d'union, P. Si vous avez fait des mathématiques, vous vous rappelez de ces signes, hein. Parce que, en fait, les mathématiques, c'est un langage de logique pure, en fait, hein. Et donc, la logique formelle s'écrit aussi avec tout un langage, il n'y a pas de phrase, c'est des signes comme ça. Si vous faites des études de logique très poussées, bon, vous rentrez là-dedans, c'est comme les mathématiques, en fait. Alors, type de jugement, par exemple, alors on va en voir quelques-uns, mais là encore, c'est des jugements de tous les jours. Jugement universel. Chaque S est P. Jugement particulier. Certains S sont P. Jugement singulier. Ce S est P. Voilà. Bon, par exemple, cet homme-là, il est béninois. Et celui-là, il est angolais. Et celui-là, il est vietnamien, hein. Certains S sont P. Certains êtres humains sont africains. Pas tous. Et certains, en fait, ils sont plutôt asiatiques et d'autres européens. Voilà. En tout cas, chaque être humain est un être humain. Ça, on en est sûr, quoi. Qualité. Jugement affirmatif. S et P. Jugement négatif. S n'est pas P. Jugement indéfini. S et non P. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il est. On est en train de chercher, en fait. On sait simplement ce qu'il n'est pas, mais on n'a pas encore réussi à définir ce qu'il est. Alors, les relations. Jugement catégorique, S et P. Jugement hypothétique. Si A est B, alors C est D. Jugement disjonctif. A est soit B, soit C. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est très abstrait. Oui et non. En fait, dans la vie quotidienne, nous faisons des choix. Vous êtes, par exemple, sur la route et vous devez trouver votre chemin. Ben, il ne faut pas vous tromper, en fait. C'est soit ce chemin-là, soit un autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois, hein. Donc, parfois, votre GPS, il déraille un petit peu, et puis vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il arrive à mon GPS là? Moi, je sais très bien que ce n'est pas la bonne route. Ben, il est en train de recalculer, si vous voulez, hein. Donc, constamment, la vie est faite de choix, hein. Et c'est vrai que parfois, on est indécis. On ne sait pas quoi choisir.
Vous connaissez l'expression entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et justement, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Parfois, on ne sait vraiment pas quoi faire. On sait qu'il y a aucune des solutions ne sera parfaite. Et alors un ami va vous dire, mais mon cher, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu en sais, toi, si c'est moindre? Donc parfois, ce n'est pas évident parce qu'il y a toutes sortes de passions, d'intérêts qui s'en mêlent. Et les autres se disent, mais il est complètement fou, il va se tromper, c'est fou, quoi. Mais ça, si vous voulez, c'est difficile parfois de raisonner quelqu'un, hein. On le sait très bien, quoi. Modalité, jugement problématique. S peut être P, c'est possible. Jugement assertorique, S est en fait P, il n'y a aucun doute. Jugement apodictique, S doit être P. C'est une nécessité absolue, en fait. Alors, forme de base du jugement. Parmi les formes de jugement ci-dessus, la plus fondamentale est le jugement catégorique. Si les jugements universels et particuliers concernant la quantité et les jugements affirmatifs et négatifs concernant la qualité sont combinés au jugement catégorique, les quatre types de jugements suivants peuvent être obtenus. Jugement universel affirmatif. Chaque S est un P. Jugement universel négatif. Aucun S n'est un P. Jugement particulier affirmatif, certains S sont P. Jugement particulier négatif, certains S ne sont pas P. Alors, on va voir justement ça aussi par rapport à une autre notion, terme distribué et non distribué. Je suis désolé, vous allez trouver ça vraiment très abstrait au départ. Je pense qu'en voyant les schémas qui viennent ensuite, ça vous paraîtra moins redoutable. En tout cas, je l'espère, hein. Pour ne pas tomber dans l'erreur en rendant un jugement catégorique, il faut examiner le rapport entre l'extension du sujet et celle du prédicat. Dans certains cas, un terme, sujet ou prédicat, dans un jugement, s'applique à une extension complète, mais pas dans d'autres cas. Lorsqu'un terme dans un jugement s'applique à une extension entière, ce terme est dit distribué. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler après, je vais montrer des exemples, hein. Lorsqu'un terme ne s'applique qu'à une partie de son extension, ce terme est dit non distribué. La distribution et la non-distribution du sujet et du prédicat sont des aspects importants d'un jugement. Il y a des cas de jugement où le sujet et le prédicat sont tous deux distribués. Dans d'autres cas, le sujet et le prédicat ne peuvent pas tous deux être distribués. Enfin, dans d'autres cas, soit le sujet, soit le prédicat peut être distribué. Vous allez me dire, je n'ai rien compris à ça. Ben, écoutez, on va voir quelques petits exemples, hein. Dans le jugement universel affirmatif, pardon, tout être humain, S, est un animal. Le sujet est distribué, hein, parce que on parle de tous les êtres humains, sans en oublier un seul. C'est-à-dire, ah oui, les 8 milliards sont inclus dedans. Tout ça, c'est des animaux. Oui, parfaitement. Voilà. Le sujet est distribué. On parle bien de toute l'humanité, hein. Alors que le prédicat est non distribué. On ne parle pas de tous les animaux, on parle de cet animal particulier qu'est l'être humain. On n'est pas en train de parler des tigres, des lions, des moustiques, etc. Non, on parle de l'être humain. Autrement dit, le terme être humain s'applique à la proposition tout être humain est un animal dans toutes ses extensions. Voilà ce qu'on appelle distribué. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué quand même, enfin, je pense. Et si c'est très compliqué, vous me direz en fait, hein. Donc ici, S est distribué, mais P ne l'est pas. Jugement universel affirmatif. Dans le jugement universel négatif, tout oiseau est un non-mammifère. Ben oui, il n'y a aucun oiseau qui est mammifère. On va me dire, ben heureusement, un oiseau qui est lettré, non mais où est-ce qu'on va là? Ben oui, mais c'est vrai ça. Donc les deux sont distribués en fait, hein. Vous pouvez être certain que ça comprend absolument tous les oiseaux et aussi tous les mammifères. Je vais dire, mais c'est génial, mais j'ai compris alors, distribué et non distribué. Ah, ben c'est formidable. Voilà. Dans le jugement particulier affirmatif, certaines fleurs sont rouges. Ni le sujet ni le prédicat ne sont distribués. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de fleurs qui ne sont pas rouges. Et il y a beaucoup de couleurs rouges qui n'ont rien à voir avec les fleurs. Oh, ben si c'était que ça alors. Vous voyez, donc il y a une intersection, vous voyez, entre la notion de fleur et la notion de rouge, hein. Voilà. Alors justement, les enfants, il faut les guider dans leur raisonnement parce que l'enfant, au départ, il a vu une fleur rouge.
Alors il se dit, Papa, est-ce que toutes les fleurs sont rouges? Mais non, tu sais bien, il y a des fleurs jaunes. Oui, mais papa, celle-là, elle est rouge, alors ça veut dire que toutes les fleurs sont rouges. Mais non, mon garçon, je t'ai déjà dit que certaines fleurs sont jaunes, rappelle-toi. Mais papa, est-ce que toutes les fleurs sont rouges? Bon, bref. Parce que les enfants, en fait, ils aiment bien jouer avec les parents aussi, hein, faut voir, quoi. Dans le jugement particulier négatif, certains oiseaux sont des animaux non carnivores. Ben oui, il y en a, ils ne mangent pas de viande, en fait. Il y en a qui mangent de la viande, hein, je vous assure. Et les vautours, les choses comme ça, c'est des carnassiers, ceux-là. Mais il y en a, ils sont gentils comme tout, ils mangent des graines. Voilà, ils ne vont pas manger de la viande, ceux-là. Le sujet est non distribué car certains S n'appartiennent pas à P, tandis que le prédicat est distribué. Voilà. Alors, on va aborder ça et ensuite on va faire une pause. On va parler de l'inférence. C'est un raisonnement dans lequel une conclusion découle d'une ou de plusieurs propositions. Autrement dit, la conclusion par conséquent S trait d'union P découle de jugements déjà connus appelés prémices. Dire qu'est-ce que c'est ça, prémisse, mais c'est quoi tout ça? Ben oui, vous découvrez en même temps que moi, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Dans une inférence directe, il n'y a qu'une proposition comme prémisse. Et dans une inférence indirecte, il y a deux propositions ou plus comme prémisse. Alors, l'inférence indirecte comprend le syllogisme, l'induction et l'analogie. Ben écoutez, on va quand même voir le syllogisme pour que vous puissiez en avoir le cœur net. Oh, je suis sûr que vous connaissez ce syllogisme très connu sur Socrate. Alors, dans la déduction, il y a une inférence ou une conclusion particulière qui est tirée de plusieurs prémices universelles ou générales. Bon, le cas typique, c'est le syllogisme. C'est une inférence indirecte qui tire une conclusion de deux prémices. La première prémisse du syllogisme s'appelle la prémisse majeure et la deuxième, la prémisse mineure. Dans le syllogisme catégorique, la prémisse majeure contient le terme majeur, P, et le moyen terme, M. Et la prémisse mineure contient le terme mineur, S, et le moyen terme, M. La conclusion contient le terme mineur et le terme majeur. Dire je n'ai rien compris, oh là là, même si on me le répète 20 fois, je ne comprendrai rien. Mais non, c'est tout simple. Regardez, c'est l'exemple catégorique de syllogisme catégorique très connu. Tout être humain est mortel. Hein. On prend tous les êtres humains et on dit que tous ces gens-là, ils sont mortels. Il n'y en a pas un seul qui est immortel. Même les académiciens, c'est du blabla. Ils disent qu'ils sont immortels, mais en fait, ce n'est pas vrai. Eux aussi, ils finissent dans la tombe. Bon, ils ont la vie éternelle, mais sinon, ils ne peuvent pas se maintenir en vie. Prémisse mineure, Socrate est un être humain. Ah ben oui, ça ne fait pas de doute. En conclusion, Socrate est mortel, puisqu'il fait partie de cette catégorie, l'être humain. Il a beau s'appeler Socrate, et il est mortel comme tout le monde. Donc, ce qui précède peut s'exprimer ainsi, M et P, S et M, par conséquent, S et P. On va dire, ah bah ouf, bah finalement c'est si simple alors, pourquoi mettre des choses aussi compliquées? Ben, en fait, c'est important parce que on apprend à raisonner hein, dans le langage et il y a des règles à respecter. Voilà, on peut faire une pause hein, d'un petit quart d'heure si vous voulez. Voilà, alors je vais arrêter le partage. Comment on arrête? Ah oui, arrêter le partage. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions ou des remarques, c'est le moment. Ah, Catriona, si tu peux mettre ton micro. Katrina, vous voulez poser une question? Non? Oui, 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 je Ah, suis d'accord. là. Oui, nous OK. t'écoutons. Nous t'écoutons. Ma question revenait à l'exemple de GPS. Nous Oui. avons parlé de générique ou quoi? L'exemple de GPS. Expliquez encore, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Non, parce qu'en fait, c'était dans le cas où on a le choix entre plusieurs itinéraires, en fait. Hein. Hmm. Et, oui. Alors, c'est un cas de raisonnement disjonctif. C'est soit cette direction, soit une autre.
Bon, évidemment, Oui. parfois, il y a des itinéraires secondaires, hein. Mais Il en y a principe, A, B, B, il y a C, D aussi. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, Expliquez. oui. Donc, en général, le GPS, justement, c'est de la logique pure, hein, puisque c'est de l'intelligence artificielle. Et le GPS calcule en temps réel ce qui est le plus rationnel. Oui, Et il faut lui faire confiance parce que dire, mais attendez, je connais bien la route et c'est beaucoup plus court d'aller par là. Le oui. GPS dit oui, mais étant donné les travaux qu'il y a sur la voie, il vaut mieux prendre un autre itinéraire qui est plus Ah, long oh, en kilomètres, mais qui sera moins long en temps, hein. c'est C, D. Oui, voilà, c'est ça. OK, Oui, oui, oui. Alors OK. après, bon, la personne, elle est pas esclave de son GPS non plus. C'est quand même elle le conducteur. Alors si elle dit oui, mais moi, j'aime pas du tout passer par cet itinéraire qui est tellement moche, moi, je préfère carrément passer par des grands parcs près du bois de Boulogne, c'est beaucoup plus joli. J'ai pas envie d'aller me perdre dans des banlieues sinistres, même si c'est plus court. Bon, ben, Mhm. elle n'écoutera pas son GPS, hein. Elle a le droit, quoi, si vous voulez. On Donc, fait ça. on n'agit pas toujours non plus selon des critères purement logiques, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le monde actuel, justement, il y a un risque que l'être humain perde sa sensibilité, son instinct. OK. Le risque est grand, hein, c'est qu'on se fie énormément aux machines. Et justement, avec l'intelligence artificielle, c'est un débat qui va devenir très actuel parce que ça peut déresponsabiliser l'être humain. Alors, soi-disant, l'intelligence artificielle doit être plus logique, plus rationnelle, mais en fait, c'est pas sûr non plus. C'est ça le Oui, problème. Ouais. Vous savez aussi que même, par exemple, dans le football, sans entrer dans les détails, on s'est aperçu que l'aide de la vidéo ne résout pas tous les problèmes, hein. Même l'interprétation en vidéo pose des questions. Et donc, l'arbitre, il reste indispensable, en fait. Le facteur humain, quoi. Ouais, oui. ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? Parfois, Laurent, on a le sentiment que par exemple, les développements scientifiques remettent en question certaines, tu vois, certaines logiques qui a pu paraître valides jusqu'à un certain point. Enfin, je pense, tu vois, à Einstein, par exemple, qui a montré, tu vois, que les notions d'espace et de temps étaient, tu vois, relatives, ou Oui, pas mal maintenant de la physique quantique aussi, tu vois, oui, justement, donne l'impression que les choses ne sont pas aussi carrées ou absolues qu'on peut l'imaginer, quoi. oui, c'est ça. Alors ça, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est vrai que la logique newtonienne a été remise en cause. Enfin, pas tout. Il y a une partie, disons, de la physique newtonienne qui reste valide, hein, heureusement, et qui permet de calculer de façon très précise. Il y a ce qu'on appelle le déterminisme. Mais effectivement, dans la physique quantique, il y a beaucoup de choses qui sont indéterminées. Voilà. Euh, alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Il faudrait aborder ces sujets plutôt avec Didier Guignard, mais il n'est pas avec nous ce soir. Enfin, je ne le vois pas en tout cas. Mais effectivement, il y a une remise en cause, hein, d'une partie en fait de la physique. Cela dit, euh, Einstein a quand même dit Dieu ne joue pas au dé. Donc, lui, il était quand même partisan, hein. Il voulait quand même chercher la cause. Alors, certains disent que pour l'instant, nous ne connaissons pas, dans l'état actuel de la science, on ne connaît pas certains paramètres. Donc, des choses qui pour l'instant peuvent paraître indéterminées ou floues pourraient un jour s'expliquer. Mais ça, je ne saurais pas trop répondre quand même dans les détails, hein. Là, ça revient aussi à la question de la dernière fois, c'est-à-dire que un rationaliste, de toute façon, voudra toujours chercher une explication. Il se dit, mais il y a forcément une explication, c'est pas possible, ça peut pas être le pur hasard. Par exemple, il y a des gens qui s'intéressent au phénomène stochastique.
par exemple le calcul des vagues, du vent, des choses comme ça, hein, les fractales. Bon, et on arrive à connaître de plus en plus des choses qui paraissaient très aléatoires. On développe une science de plus en plus fine. Dans la météo, par exemple, on a des prévisions qui gagnent en précision, hein. Alors, les empiristes diront, bah, de toute façon, il y aura toujours du flou. C'est pas possible de tout expliquer. Il y a quand même du jeu dans la nature, hein. Il y a Dieu, en fait, joue au dé aussi, dans un sens, hein. Il ne prévoit pas tout, en réalité. Voilà. D'autres remarques ou questions? Alors, discussion. Ah, si, il y a des questions. Pardon, attendez. Euh, d'accord, ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y en aura plus dans la deuxième partie. Je vais aborder des sujets plus existentiels, je vous le promets. On va continuer donc, hein. Alors, on en arrive à l'induction. Voilà. Ah, pardon, l'induction. Alors, c'est une méthode par laquelle on tente d'obtenir une affirmation générale à partir d'un certain nombre de faits particuliers observés. Voici un exemple d'induction. Les chevaux, les chiens, les poulets et les vaches sont mortels. Les chevaux, les chiens, les poulets et les vaches sont des animaux. Par conséquent, tous les animaux sont mortels. Eh bien, c'est du bon sens. Oui, mais alors là, justement, c'est un faux syllogisme, c'est un syllogisme incorrect. La conclusion, par conséquent, tous les animaux sont mortels, est-elle correcte? Cette conclusion est un jugement universel affirmatif. Le terme animal doit donc être distribué. Dans cette inférence, cependant, il n'est pas distribué, car les chevaux, les chiens, les poulets et les vaches ne sont qu'une partie des animaux. Vous avez oublié les moustiques, les baleines, enfin un tas de choses. Bien, ben, c'est ridicule, enfin, on sait très bien qu'ils sont mortels, tout ça. Oui, d'accord, mais ça, c'est le bon sens. C'est pas la logique pure, si vous voulez. Voilà. La conclusion est formulée sous la forme d'un jugement universel. Or, cette conclusion est en fait un jugement particulier, affirmatif. Là, justement, je dirais qu'on est en plein empirisme. C'est une collection de faits, hein, c'est une jurisprudence. Il faudrait prouver que, euh, en fait, la vraie raisonnement, c'est de dire que le terme animal contient en lui-même la notion de mortel, hein. Donc, ce n'est pas la peine de voir toute son extension, de voir si ça s'applique à tous les animaux sans exception. Dès l'instant où un être naît et vit, ben, il va forcément mourir, que ce soit les plantes ou les animaux. Ce n'est pas la peine de vérifier dans tous les cas, si vous voulez. Ici, c'est juste le raisonnement qui est un peu bancal, hein. En pure logique formelle, cette inférence donc est erronée. L'inférence inductive est toutefois possible en sciences de la nature selon le principe d'uniformité dans la nature et de la loi de causalité. Le premier signifie que tous les phénomènes dans le monde naturel ont la même forme, et le deuxième signifie que la même cause produit toujours le même effet. Ainsi, du fait de notre expérience, l'induction peut être considérée comme correcte. Alors, dans les principes divins, il y a des raisonnements inductifs. Alors, le plus bel exemple, c'est justement quand on parle des caractéristiques duales. On dit quoi? On dit que tous les êtres, sans exception, comportent le Sunsang et le Yongsang, c'est-à-dire nature intérieure et forme extérieure. Et tous les êtres, sans exception, comportent aussi le Yang et le Yin. Bon, ça c'est vrai, c'est vrai. Et on n'en déduit pas, on en induit que si tous ces êtres viennent de Dieu, ben, forcément, en Dieu, il doit y avoir le Sang et le Yang-sang, le Yang et Vous ne pouvez pas le prouver, en fait. Et là, on dépasse un petit peu la logique pure. C'est une inférence qui a sa validité, mais en logique pure, c'est moyen, si vous voulez. Et d'ailleurs, le principe divin ne cherche pas
à le contester. D'ailleurs, euh, il fait appel à une analogie, hein. Je vais en venir à l'analogie. Parce que justement, les puristes pourraient trouver à redire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement inductif, hein? Là, il y a un saut de logique. Est-il vraiment acceptable? Voilà, c'est la question qui se pose. Donc, dans les principes divins, on parle de ça, mais on s'appuie aussi sur l'argument d'autorité. On dit, bah, dans la Bible, de toute façon, dans les Romains, Paul dit, voilà, tout ce qu'il y a d'invisible en Dieu se laisse voir à l'intelligence. Argument d'autorité. Et nous, on fait appel aussi à un argument qu'on appelle l'analogie. On dit, eh bien, la relation entre la création et Dieu est semblable à celle entre une œuvre et son artiste. Raisonnement analogique typique. On dit, puisque vous n'hésitez pas à dire que l'œuvre reflète la personnalité de l'artiste, ben, soyez logique. Il est tout à fait normal de dire que si la création est ainsi, eh bien nécessairement Dieu doit avoir ça en lui-même, hein. Donc, vous voyez, dans les toutes premières phrases des principes divins, vous avez un raisonnement inductif et un raisonnement analogique. Vous me dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ah, ben, je vais le relire alors. Alors, supposons qu'à l'observation, les deux objets A et B présentent les mêmes traits communs A, B, C et D. De plus, A recèle le trait E, mais il est difficile de savoir si B a aussi ce trait E. Bah, ici, il est tentant de conclure que B a le même trait E que A. C'est une analogie. Exemple, la Terre et Mars ont les traits communs suivants. Écoutez bien, les deux sont des planètes tournant autour du Soleil, tout en tournant sur leurs axes. Ah ben c'est vrai ça. Elles ont de l'air. Ah, elles ont presque la même température. Oh là là, elles ont de l'eau et les variations de 4 saisons. Sur la base de ces faits, d'aucuns spéculeront que la vie existe sur Mars comme sur la Terre. Justement, ça montre les limites du raisonnement analogique. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de traits communs que ça prouve que la vie existe sur Mars. Voyez? Cela dit, l'analogie est pratique dans le quotidien. De nombreux savoirs scientifiques actuels ont été acquis par des analogies, surtout au début de la science. Et l'analogie joue un grand rôle, hein, dans la vie familiale et scolaire, la vie communautaire et professionnelle, l'activité créative. Donc, on doit utiliser les raisonnements analogiques, mais pas à tour de bras non plus. Ça s'apparente alors à ce qu'on appelle une pensée associative qui est les gens vous reprendront si vous en abusez. Ils vous diront, mais non, mais écoutez là, monsieur ou madame, vous n'êtes pas logique, enfin, hein. Par contre, vous pouvez tenir ce genre de raisonnement, mais il faut quand même de la rigueur. Donc, on acceptera votre analogie, enfin, elle sera d'autant plus probante que les objets à comparer présentent autant de similitudes que possible. Donc, ne vous contentez pas d'une ou deux, parce que là, les gens disent, c'est beaucoup trop vague, ça. Où est-ce que vous allez comme ça? Ces similitudes ne sont pas accidentelles, mais essentielles. Vous avez dit, ben, tous les véhicules, ils ont au moins 4 roues, quoi. Oui, alors il y en a qui en ont plus, mais ils en ont au moins 4, hein. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Bon, c'est vrai qu'il y a des tricycles quand même, hein, mais en général, bon, ils ont 4 roues. Ces similitudes ne comportent pas de qualités incompatibles, hein. Donc, en fait, votre raisonnement analogique tiendra et il aura de la force si vous l'argumentez un petit peu. On le voit bien, il y a des jours où on n'est vraiment pas convaincant. On se dit, mais moi, je suis convaincu de mon raisonnement. Mais les gens vous regardent perplexes, ils disent, mais comment il peut proférer des bêtises pareilles? Ben, c'est parce que vous n'avez pas été très convaincant. Il vous manque encore. Et en fait, vous n'avez pas forcément tort. C'est votre façon de vous expliquer qui n'est pas suffisamment convaincante, en fait. Alors, maintenant, on va aborder une partie qui va, je pense, plus vous intéresser, la théorie unificationniste. Et d'abord, une affirmation colossale. Le point de départ est la direction de la pensée. Alors là, vous allez dire, c'est fort ça. La logique traditionnelle se concentre surtout sur les lois et les formes de pensée. La théorie unificationniste de la logique s'interroge d'abord sur le point de départ de la pensée elle-même. Pourquoi pense-t-on? Est plus essentiel que comment penser, forme et loi de la pensée. Pourquoi l'être humain pense-t-il? La raison en est qu'avant de créer l'univers,
Dieu se plongea dans la réflexion. En somme, avant de créer l'univers, Dieu avait défini le but de concrétiser l'amour sur la base du cœur, puis avait élaboré des plans conformes à ce but. Cela constituait sa pensée ou logos. On me dit, ah, là, on parle d'amour. Ça devient intéressant alors. C'est un peu plus intéressant que la logique. Effectivement, Dieu est un Dieu d'une logique absolue et confondante. Tout ce que Dieu crée est d'une logique parfaite, hein. C'est un univers qui tient par des lois totalement logiques. Mais en réalité, la motivation de tout ça, c'est le cœur, hein. De même, quand vous voyez une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, c'est tellement cohérent, quoi. Ça coule de source, hein. Mais ça vient d'une inspiration. C'est pas simplement technique, si vous voulez. Ça tient debout parce que il y a une âme, il y a une vision, il y a une inspiration, hein. Vous écoutez une symphonie de Beethoven, vous dites, mais c'est complètement parfait, ça. Il n'y a rien à rajouter là-dedans. C'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Il y a la plénitude. Alors, vous pouvez la décortiquer et dire, oh, quelle partition phénoménale, c'est tellement bien écrit, c'est une composition, mais c'est tellement logique tout ça. Alors, effectivement, un compositeur va d'abord voir ça. Mais quand vous l'écoutez, vous êtes d'abord ému. Vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs. Ça vous touche, ça vous bouleverse, ça vous fait danser éventuellement, hein. Et cette cohérence très forte, hein, en fait, elle est au service d'une inspiration. Alors, un exemple de musique très mathématique qui est souvent cité, c'est le boléro de Ravel. C'est très, très mathématique. Et alors, au départ, Ravel avait considéré que c'était une œuvre mineure, c'était un simple exercice. Pour lui, ça, c'était pas un truc fantastique, quoi. C'est devenu un grand tube parce que, malgré tout, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette musique, de dramatique. C'est très simple, en fait, hein, apparemment. Toute l'orchestration fait que ça fascine, en fait. C'est un morceau qui est très, très, très entraînant et qui... Alors, c'est curieux parce que le boléro de Ravel, il commence très, très logique, très, très rythmé. Et à la fin, c'est un chaos total, en fait. C'est vraiment, ça débouche sur une sorte d'explosion de tous les instruments. C'est assez intéressant comme musique, hein. Mais Ravel avait fait un exercice de style. Il avait composé une musique totalement logique et rationnelle au départ. Le miracle, c'est que c'est aussi quelque chose qui est beau, en fait. C'est une belle forme. Bien, ouais, mais c'est de la musique un peu, c'est pas très profond non plus. Ben, c'est vrai, c'est plutôt entraînant. C'est pas une musique très très profonde, hein, de l'aveu même de son auteur. Mais voilà, c'est une musique qui est plaisante à écouter malgré tout. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu le lien entre le logos, le pathos, c'est-à-dire l'émotion, et la praxis, l'action. Donc, la logique s'intéresse aux relations entre un sujet pensant et un objet pensé. Donc, la logique formelle, on se demande, on pense à quoi et comment pensons-nous? Ça, c'est la logique d'Aristote. Donc, le sujet pensant, en lui-même, il a déjà une partie qui pense et une partie pensée, parce que nous pensons avec des concepts et des lois. Et l'objet lui-même, il a un certain ordre, hein. On reviendra là-dessus, il a une certaine structure. Donc, la logique formelle s'intéresse à l'adéquation entre la pensée et la chose. Et nous disons, oui, d'accord, mais l'être humain, il pense, pourquoi est-ce qu'il pense au fait? Ça lui sert à quoi? Le fait, c'est, oui, c'est vrai, on pense, mais ça vient d'où? Quelle est l'origine? Eh bien, en fait, c'est le cœur. En fait, on a le désir de comprendre, tout simplement. La pensée est au service d'un désir, hein. C'est le désir de connaître. C'est un élan intérieur, la curiosité, qui pousse à connaître. Parce que l'animal, lui, ça ne l'intéresse pas. En fait, il ne cherche pas à étudier ça. Mais nous, on est poussé par un désir de comprendre. C'est plus fort que nous, hein. C'est l'élan irrésistible de chercher la joie en comprenant la vérité. Voilà. Alors, le point de départ, c'est le cœur, c'est un élan intérieur. Il y a des gens qui ne se cassent pas trop la tête. Ils n'ont pas trop envie de réfléchir. Il y en a, ils réfléchissent trop, en fait, hein. Et puis alors, est-ce qu'on pense pour penser? Ben non, c'est pour agir. En fait, on a envie de créer quelque chose. Alors, quand on pense à quelque chose, en général, c'est pour résoudre un problème. On essaie de trouver la meilleure solution
pour résoudre un problème, hein. On s'est demandé longtemps comment garder des aliments au frais. Et bien, si on ne s'était pas posé la question, qui est pratique, on n'aurait jamais inventé le réfrigérateur. Comment on est arrivé au réfrigérateur? Ben, finalement, c'est par toutes sortes de lois qui, au départ, des lois mathématiques, des lois physiques, on ne pensait pas tellement que ça allait servir à la réfrigération. Ces lois, elles étaient là. Et soudain, bingo, quelqu'un a dit, hé, mais cette loi-là, je suis sûr qu'elle va nous aider à réfrigérer les aliments. Vous avez un tas d'inventions, on n'a pas trop su à quoi elles servaient. Le laser, par exemple, au départ, on ne savait pas à quoi ça allait servir. On l'a découvert, et puis après, on s'est vu qu'il y a un tas d'applications. Alors, il y a un tas de lois mathématiques, comme ça, on les a découvertes. Au début, on se dit, mais ça ne sert à rien, toutes ces lois mathématiques. C'est purement spéculatif. Et un jour, il y a un savant, il vous dit, cette loi a une application. C'est ça qui est formidable, hein. C'est qu'il y a des phénomènes physiques, on a fini par découvrir qu'ils étaient explicables par des lois mathématiques. Pas tous, mais beaucoup. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'être humain, il est appelé à former des fondements de 4 positions pour concrétiser le but de l'amour. À l'image du Créateur, notre pensée a pour but de réaliser l'amour. Nous pensons en réalité par amour au départ, dans l'idéal, hein. C'est pour ça que nous, dans notre théologie, on parle d'amour vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement du sentiment, une émotion vague, c'est un sentiment qui est dirigé vers un but, hein. La réalisation de l'amour est précise. Le fondement des 4 positions, c'est très précis. Alors, on parle d'amour vrai, de vraie famille aussi. Pourquoi? Parce que se dit, pour qu'il y ait amour, ben, il faut des personnes qui soient à la hauteur, qui comprennent leur rôle. Supposons que le mari, il n'ait pas étudié son rôle. Il est tellement maladroit. Il n'a jamais été à l'école de l'amour. Alors, du coup, il est en situation, il dit, mais moi, je n'ai pas appris à aimer. Oh là là, moi, ça me fait peur tout ça, j'ai peur de ça. Effectivement, euh, il y a une sorte de grammaire de l'amour, hein. On parle des 4 sphères du cœur, des 3 royautés. Et une personne qui n'a pas appris à aimer, toutes ces relations lui font peur. Ça le dérange, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement rationnels, mais qui ne sont pas du tout à l'aise sur le plan relationnel, hein. Alors là, c'est ce qu'on appelle justement l'intelligence émotionnelle, hein, qui est très utile, sorte de sens social, de sens relationnel, hein. Dans les entreprises, justement, il y a des gens qui sont beaucoup trop rationnels. Alors, ils ont des calculs, ils font des plans comme ça. On leur dit, mais attends, il y a aussi des relations humaines, il y a l'intelligence sociale, hein. Donc, dans une entreprise, il faut de tout. Il faut beaucoup de logos, mais il faut de l'émotion aussi, et il faut de la pratique, quoi. Alors, donc, quand on parle du but, en plus, il faut distinguer. Alors, il est évident que le but de l'action, c'est la joie aussi, hein. On agit par amour, mais pour la joie. L'amour est souvent sacrificiel, ça c'est vrai. Il y a un certain sens du devoir. Oui, mais si vous n'y trouvez pas la joie, vous n'allez pas continuer. Un être humain ne peut pas indéfiniment se sacrifier. Alors il va dire non, je cale, j'en ai marre. Agir par devoir, c'est pas de l'amour. J'en ai ras-le-bol, j'arrête. Parce qu'effectivement, il n'y a plus assez de joie. Donc, l'être humain, il veut trouver son compte. Il veut se dire, si c'est beaucoup de peine, mais qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a jamais de joie en fait. Je me sacrifie tout le temps, mais je trouve pas de joie. Ben, à un moment donné, la machine va s'arrêter. L'être humain va continuer. Il va buter, il va dire j'arrête. Ça sert à rien ce que je fais. C'est nul, quoi. Je mène une vie absurde, hein. Donc, il faut toujours que la joie dépasse légèrement le tracas, l'angoisse. Voilà. Si vous n'y trouvez plus de joie, vous arrêtez. Le jour où vous n'avez plus envie, bah, vous faites autre chose, quoi. Et alors, dans le but, il y a le but de l'ensemble et le but individuel. Et dans le but de l'ensemble, vous avez le but intérieur et le but extérieur. Pareil pour le but individuel. Si vous faites une activité, vous voulez contribuer intérieurement et aussi extérieurement. Vous faites une profession, par exemple, hein. Ben, vous voulez contribuer à la richesse sociale, vous voulez créer plus de richesse, mais vous voulez aussi créer des valeurs, hein. Faites des produits, par exemple, qui sont euh, alors pratiques, mais aussi qui ont une certaine valeur intérieure.
Et puis, vous avez un métier, bah, vous cherchez un salaire, mais aussi, il faut que ça vous porte satisfaction. Donc, finalement, vous allez choisir un métier en obéissant à une certaine logique. D'ailleurs, moi, j'ai choisi ce métier à la fois pour le but de l'ensemble et pour le but individuel. C'est peut-être pas le métier le plus rémunérateur. J'aurais pu trouver un métier qui me rapporte plus. Oui, d'accord, mais finalement, j'ai fait un autre choix qui me semble logique parce que il n'y a pas que l'argent qui m'intéresse. Vous savez, il y a des gens, ils gagnent beaucoup d'argent, mais en fait, ils ne s'intéressent pas à leur métier. Alors, à un moment donné, ils changent. Vous voyez? Donc, la logique, c'est aussi plein d'autres choses. Alors, ici, on dit quoi? On dit que dans la théorie unificative de la logique, la pensée opère pour réaliser le but de la création ou concrétiser l'amour. Il est nécessaire de mettre l'amour en pratique. Pratiquer, c'est concrétiser ce qu'on a à l'esprit. En somme, il s'agit de passer du stade de la pensée au stade de l'action. La pratique s'applique à tous les êtres et aux êtres humains et consiste à les traiter avec amour. Alors, justement, si nous étions tous unis à Dieu, nous serions aimés tous les êtres. Et c'est ça qui nous rend malheureux, c'est que on a beau être assez logique et rationnel, on voit bien qu'on n'arrive pas à aimer comme Dieu. C'est ça qui nous fait souffrir. Parce qu'on se dit, mais normalement, je devrais y arriver, je suis à l'image de Dieu quand même. Oui, mais justement, on n'a pas un cœur assez grand et on met des blocages et des barrières. On dit, bah, ceux-là, ils ne sont pas aimables. Alors parfois, c'est parce qu'on n'a pas appris à les aimer. Ça peut changer, hein. Il y a des gens, on ne les aime pas au début, puis après, on les aime bien. On a changé, quoi. Puis après, on se dit, tiens, comment ça se fait que je ne l'aimais pas avant, celui-là? C'est bizarre. Il est tellement aimable pourtant, hein. Ainsi, la pensée implique nécessairement une motivation en amont, un but et une direction en aval. Si vous décidez de ne pas aimer, ben, ça ne va jamais venir. Mais parfois, vous tombez sur quelqu'un, vous dites, moi j'ai vraiment envie d'aimer cette personne-là. Ça ne va pas être facile, mais je pense que je vais y arriver. Et vous pariez que c'est possible. Et bien, si vous continuez, ça va marcher, quoi. Et puis, vous avez un but, en fait, hein. Vous dites, quand j'aurai aimé cette personne, on va faire des choses ensemble. Je veux qu'elle fasse partie de mon équipe. On m'a dit qu'elle n'est pas facile. Oh là là, elle a une réputation, cette personne. Vous avez, par exemple, des joueurs de foot, ils sont des têtes à claque dans une certaine équipe. Ils ont mauvaise réputation. Et puis, il y a un autre club, justement, j'ai besoin de ce caractère-là. Ça me plaît d'avoir un individu comme ça. Il y a des clubs anglais, par exemple, ils ont recruté des joueurs français qui étaient mal vus en France. Ils se sont dit, en Angleterre, on aime bien des excentriques comme ça, là, comme Cantona ou Anelka. On va les embaucher, ces Frenchies, là. Ils sont bons. Surtout, comment dire, le premier que j'ai nommé, là, il a un accent du sud-ouest, c'est bon, ça. Donc, Cantona est devenu très populaire en Angleterre, alors que au départ, il n'était pas très bien vu en France. Il passait pour un éternel rebelle, quoi. Alors, cette unité de la pensée et de la pratique a sa source en Dieu. Dieu forma d'abord le logos, puis commença à créer toutes les choses et tous les êtres humains. En somme, Dieu a planifié et formé le logos et commencé la création. C'est la structure en deux étapes de la création. Alors, c'est vrai que la logique formelle, elle ne traite que des formes et des lois de la pensée. Et la pensification dit, bah, c'est bien ça, mais c'est pas complet. C'est pas parce on connaît bien les lois de la pensée que ça va nous aider forcément à prendre les bonnes décisions. Une unité de la connaissance et de l'action, ou de la théorie et de la pratique est nécessaire. Son fondement théorique est la structure en deux étapes de la création. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Donc, au départ, Dieu, il pense. Il pense très fort. Et puis, il y a une interaction entre le sung-sang intérieur, c'est-à-dire intellect, émotion, volonté, et les idées et concepts. Et puis, petit à petit, le verbe apparaît. Au commencement était le Dieu a une idée. Ah, ça y est, il a vraiment le concept de la girafe. Là, c'est vraiment clair, avec son long cou, ses jolies oreilles. Et là, Dieu s'est dit, ah, ça, je ne peux pas manquer ça. Il faut des girafes en Afrique. Ah, ça c'est vraiment important. Elles vont se rapprocher des baobabs. Oh, ça va être super, ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser à créer la girafe. Après, il a envie de créer l'hippopotame. Alors, c'est complètement autre chose comme animal, quoi. Donc, Dieu, il manipule comme ça des tas d'idées et il est tellement créatif. Et puis après, il passe à l'acte. Parce qu'il faut que ça soit faisable quand même. Voilà. Donc, nous aussi, parfois, on a des idées, mais qui ne sont pas réalisables. Chez Mercedes, par exemple, vous avez des concept cars. Bon, ils disent, on va créer une voiture qui sera comme ça. Bah, sur le papier, oui, pourquoi pas.
Après, certains vont dire, oui, mais ça ne va jamais se vendre, ça. Il n'y a pas de marché pour ce genre de voiture. Il y a juste quelques personnes qui vont acheter ça. Mais le commun des mortels ne va jamais acheter ce genre de bagnole. Si on fabrique cette voiture, c'est la faillite, quoi. Donc, on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Il faut que ça soit marchandable. Donc, une voiture peut être très très bien, enfin une voiture de luxe comme ça, concept car, une exposition. Mais voilà, il y a des constructeurs, ils sentent bien le coup, ils sortent des modèles qui sont très populaires, qui se vendent à des millions d'exemplaires. Ils ont fait des études de marché, donc la voiture est intéressante, mais en plus, elle est vraiment pratique, quoi. Alors, justement, la pensification s'intéresse à l'unité des structures. La structure logique, c'est la cohérence interne de l'être humain. Et justement, l'être humain, il vit dans un monde où il y a plein de choses qui ont une structure d'existence. Et l'être humain, il est là pour les connaître et pour les maîtriser. Donc l'être humain est assoiffé de connaissances. Et heureusement qu'il a un raisonnement logique parce que ça va lui permettre de rentrer à l'intérieur des choses, de les décortiquer. Mais en fait, ce n'est pas un plaisir purement intellectuel, c'est que l'être humain, il a bien envie de maîtriser ces choses et de les transformer. Une fois qu'il a compris le principe du blé, il va en faire de la farine, avec ça, il va faire du pain, il va faire des gâteaux. Mais c'est fou tout ce qu'il va faire avec du blé, quoi. Et l'être humain, ça lui plaît. Parce qu'il pourrait très bien manger du blé comme ça, il va dans les champs, il mange du blé, bah, il prend des épis, il en mange. Bah, pourquoi pas? Mais il se dit, attendez, moi, je ne suis pas un animal. Moi, je veux faire du gâteau avec ça. Il dit, ah bon? Mais tu vas moudre ton blé où alors? Tu as un moulin? Comment tu vas faire la farine? Et donc, voilà, vous avez des gens, ils vous font des recettes de pâtisserie incroyables. Ils arrivent à transformer la farine en un peu n'importe quoi. Parfois, vous ne reconnaissez même plus le produit de départ, tellement la cuisine a transformé ça. Vous dites, il y avait des patates là-dedans? Ah, je ne reconnais même plus le goût. Mais comment vous avez fait? Vous avez transformé tout ça. Et oui, c'est la magie de la cuisine, en fait. Alors, la cognition comporte trois stades, le stade sensoriel, le stade de l'entendement et le stade de la raison. Ceci correspond à la loi de développement en trois étapes de la pensification. Puisque le stade sensoriel est l'entrée par laquelle l'information vient de l'extérieur, ce n'est que le stade de formation de la cognition. La pensée procède au stade de croissance de l'entendement, puis au stade d'accomplissement de la raison. Dire quoi? J'ai rien compris là. Oh là là, ça devient compliqué à nouveau. Vous inquiétez pas, on va expliquer. Au stade de l'entendement, la pensée est influencée par les informations venant du dehors. Au stade rationnel, cependant, la pensée est menée librement. L'étape où l'on reçoit le contenu sensoriel venant de l'extérieur, à travers les formes d'intuition, constitue le stade sensoriel. Au départ, vous êtes devant un objet, vous le regardez tout simplement. Vous n'y pensez pas trop, vous l'observez dans toutes les coutures. La pensée n'est pas encore... Vous êtes vraiment dans les sens, quoi. Après, vous commencez à essayer de comprendre. Ça marche comment ce truc-là, hein? Donc, l'entendement prend la suite. L'étape où l'on réfléchit à travers une forme de pensée est le stade de l'entendement. Et l'étape qui unifie et arrange la connaissance acquise au stade de l'entendement est le stade de la raison. Au stade de la raison, à la limite, vous vous détachez de l'objet. Vous avez fait des études sur un sujet particulier. Bon, vous avez un corpus de connaissances. Et après, vous allez comparer ce corpus de connaissances qui concerne, je ne sais pas moi, le feu, par exemple, et puis vous allez comparer ça à un autre élément qui est l'eau. Voilà. Bon. Et puis, vous allez essayer de combiner toute la réflexion que vous avez faite sur le feu à un autre élément qui est l'eau. Mais là, vous ne pensez plus tellement aux objets. Ce sont des concepts très généraux au niveau de la raison. Alors, d'abord, il faut rappeler, c'est important, en termes de physiologie cérébrale, le stade sensoriel de la pensée a lieu dans les centres sensoriels. Il faut quand même rattacher ça, si vous voulez, à la physiologie. Le stade de l'entendement dans la zone d'association pariétale et le stade rationnel dans la zone d'association frontale. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails, comment est fait le cerveau. Vous pouvez consulter vos encyclopédies là-dessus. Au stade de l'entendement ainsi qu'au stade rationnel, une structure logique ressemblant à la structure de l'image originelle est formée. Au stade de l'entendement, la pensée est limitée par le contenu sensoriel entrant du dehors. Ce contenu provenant du monde extérieur et le prototype du monde intérieur sont accolés,
complétant la cognition à ce stade. Alors, les prototypes, c'est des idées préconçues que nous avons dans notre tête. Hein. C'est une grille d'analyse. Alors, plus nous vieillissons, plus nos prototypes sont extrêmement, alors ils peuvent même devenir très rigides. Hein. Au départ, l'enfant, il n'a pas beaucoup de prototypes et il va les enrichir. Il y a un moment donné où notre pensée peut devenir sclérosée, c'est-à-dire on est très très figé, on a trop de prototypes bien ancrés. Et puis des jeunes générations arrivent, ils ont d'autres prototypes. Heureusement, parce que sinon, on serait hyper conservateur, on ne bougerait pas, quoi. Ici s'accomplit un fondement des quatre positions intérieures, maintenant l'identité, sous forme de structure cognitive ou logique. Au stade rationnel, la pensée est libre d'évoluer sur la base des connaissances acquises au stade de l'entendement. Alors, ici, il y a une analogie que je trouve intéressante. Ça, c'est vraiment le docteur Lee, il a des bonnes idées, je trouve. Vous voyez ce qu'il dit? Au sens figuré, le centre sensoriel, sensibilité, correspond au vestibule d'une maison. La zone d'association pariétale, entendement, correspond à la salle de réception. Et la zone d'association frontale correspond au salon. Informé d'une visite, l'hôte accueille son invité dans la salle de réception. On peut comparer ça au stade sensoriel. L'hôte tente alors de comprendre les propos de l'invité dans un tête-à-tête. À ce moment-là, il n'est pas libre, il n'est pas en mesure de penser librement par lui-même, sa pensée étant accaparée par l'échange avec son visiteur. Donc, vous découvrez la personne qui est un inconnu, et puis il y a plein de choses à la fois qui vous tombent dessus. Cette personne, voilà, c'est la première fois, vous n'êtes pas du tout habitué, quoi. Bon, vous découvrez, et puis vous lui faites répéter, parce qu'il y a des propos qu'elle tient, vous avez du mal à comprendre. Attendez, vous avez dit, vous pouvez répéter, là, je n'ai pas bien compris. Bon, la personne répète. Vous dites, mais vraiment, cette personne, elle n'est pas comme, j'arrive pas trop à je la sens pas très bien, quoi. Bon, et puis finalement, vous vous intéressez, le courant passe, cette personne s'en va. Et une fois qu'elle est partie, ben, vous êtes dans votre salon, la personne n'est plus là, et vous réfléchissez. Et puis, vous vous dites, tiens, mais cette personne, elle a dit ça à un moment donné. Ça ne m'a pas frappé sur le coup. Mais là, maintenant, ça m'interroge. C'est marrant parce que finalement, je m'étais posé cette question il n'y a pas longtemps. C'est curieux, ce visiteur, sans que j'y prenne garde, il a peut-être répondu à une de mes questions. Je fais bien d'y réfléchir. Alors, on a souvent ce genre d'expérience. Des propos comme ça peuvent paraître anodins. Si vous ne réfléchissez pas trop, il a dit ça, mais moi, et puis, soudain, vous réfléchissez, vous dites, mais attendez, c'est bizarre qu'il a dit ça quand même. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et je me demande si justement, c'est pas une réponse à Ah, il faudrait que j'en ai le cœur net. Hein. Moi, ça m'est souvent arrivé. Je réfléchis le soir à ma journée, je prends des notes, et puis c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est quand même étrange. Parce que justement, je me suis posé la question et je me demande si ce n'est pas la réponse. Je vous assure, ça m'est arrivé très souvent, ce genre de choses. Si on ne réfléchit pas trop, on risque de passer à côté. Ah, même en réfléchissant, on peut passer à côté, hein, je ne dis pas le contraire. Alors, au stade, non, ça, on va pas voir. C'est trop compliqué. Alors, je voudrais terminer en évoquant le problème finalement le plus complexe. Euh, Parce que finalement, l'être humain, il est cassé depuis la chute. Hein. Et en fait, la logique voudrait que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Donc ça, c'est le point de départ de la pensée de notre fondateur. Il a demandé à Dieu, est-ce que tu as créé l'être humain avec une telle contradiction? Et il s'est dit, c'est pas possible ça. Dieu n'a pas pu créer l'être humain comme ça, tellement contradictoire, c'est fou, quoi. Et donc notre fondateur s'est demandé s'il est possible pour l'être humain d'atteindre la plénitude. Et il dit oui, nous pouvons atteindre la perfection. Bon, c'est intimidant quand même, hein, mais voilà, il est tout à fait logique avec lui-même. Il dit normalement, dans l'idéal de la création, l'être humain doit atteindre la perfection, réaliser le but de la création. Ça ne va pas être un être humain qui est en échec avec lui-même, qui est à la fois lui-même et le contraire de lui-même. Notre fondateur l'a vraiment dit, mais c'est pas possible ça. Tu n'as pas pu créer l'être humain comme ça. C'est fou ça. On est Alors, le principe, l'introduction dit même que l'être humain est dans une contradiction mortelle. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux.
Mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais d'abord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux, je commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, tout à l'heure, on a dit que, voilà, l'être humain fait la guerre, euh, il a, il est devenu fou, hein. Euh, un penseur grec aussi disait que la colère est une brève folie, hein. On n'est pas soi-même, on est hors de soi, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, hors de soi, hein. Alors, le problème, c'est que les, les guerres se déclenchent parce que les gens pensent être dans la logique, hein. Par exemple, les Russes sont convaincus que l'invasion de l'Ukraine est une bonne chose. Alors, ils ont sorti tout un arsenal de raisons pour dire que cette guerre est justifiée. Ils ont dit, moyennant telle ou telle prémisse, eh bien, c'est tout à fait normal d'un point de vue russe d'attaquer l'Ukraine. C'est totalement logique. L'Ukraine ne comprend pas, en fait. C'est un pays frère. Ils ne comprennent pas du tout leur destin. L'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. C'est pas complètement faux, d'ailleurs. En fait, les Ukrainiens n'auraient pas été contre, dans un sens, mais pas comme ça. Ils étaient d'accord, si vous voulez, pour une fraternité qui a toujours existé. Mais à un moment donné, c'est devenu une pure folie, une passion morbide. Au départ, ça pouvait être un mariage, même un mariage de raison entre les deux nations. Ça aurait pu se faire. Et l'occasion ne s'est pas présentée. Et à un moment donné, ça devient une passion morbide et complètement contradictoire parce que finalement, ça aboutit à détruire l'objet même qu'on aime. Alors, je pense que certains Russes, justement, sont horrifiés par ça parce qu'ils disent, oui, on aime l'Ukraine passionnément même, mais pas comme ça, c'est pas possible de faire ça. Si on nous faisait ça, on serait totalement, ça nous ferait tellement mal, quoi. Et il y a aussi des Ukrainiens qui sont très gênés parce qu'ils ont de bons souvenirs, en fait, de la vie avec la Russie. Ils n'ont pas que de mauvais souvenirs. Et ça les déchire des deux côtés. Surtout qu'il y a beaucoup de mariages entre Russes et Ukrainiens. Alors, ça prendra énormément de temps de réparer tout ça. Et il faut savoir que, bon, la Corée, c'est pareil, elle est divisée. Il y a deux Corées, il n'y en a pas qu'une. Dans la Bible, on dit deux nations sont en ton sein. Donc, ça veut dire la guerre civile dans le ventre de Rebecca, hein. Partout dans le monde, il y a des partitions comme ça. Alors, justement, la logique dialectique, elle est née d'une passion, hein. C'est-à-dire que dans le monde moderne, eh bien, toute la logique a volé en éclats, déjà avec Hegel, puis Marx. On s'est mis à affirmer qu'une chose peut être à la fois elle-même et son contraire. C'est la pensée qui a dominé, hein. Et ça remonte, alors ça a été théorisé dans Faust de Goethe. Je suis l'esprit qui toujours nie, et c'est avec justice, car tout ce qui existe est digne d'être détruit. Il serait donc mieux que rien n'existât. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, tout ce qu'on entend par mal, voilà mon élément. C'est Méphistophélès. Donc, c'est ce que Faust appelle l'esprit qui dit non. Eh ben, malheureusement, cet esprit négatif, c'est en grande partie l'esprit du monde moderne. Et les principes divins vont jusqu'à dire que le diable ou Satan euh, va jusqu'à nier l'existence de Dieu au risque de se nier lui-même, hein. Donc c'est un problème très complexe, c'est-à-dire que Satan, voyant venir sa fin, hein, finalement en vient à proférer une sorte de théorie générale du chaos, du néant. On va vers la destruction totale, hein. C'est en partie ce qui explique la passion des phénomènes totalitaires, hein. Une volonté de destruction inépuisable. Oui, ça fait réfléchir quand même, hein. Donc justement, la dialectique a dominé le XXe siècle.
avec cette idée, voilà, qu'il y a l'affirmation et la négation. Hein. Alors, en réalité, notre fondateur, le révérend Moon, a dit que non, tout existe par pair, hein, mais c'est une action d'origine, division, union. Il n'y a pas de conflit entre les deux, en fait. Hein. Il n'y a pas un conflit mortel entre le poussin et sa coquille. Tout ça, c'est des idées complètement absurdes. Ça paraît de la science, mais c'est totalement délirant. Et en fait, si on regarde bien, c'est un discours de haine. Hein. Alors, je terminerai avec un passage de l'évangile de Jean. Hein. C'est vrai que l'être humain apparaît totalement contradictoire. C'est comme un être, vous voyez, il serait schizophrène. Il arrive dans une rue et il voit deux signes. L'un pour aller vers la gauche et l'autre vers la droite. Et l'être humain, finalement, prend les deux chemins, quoi. Alors, certains disent que, finalement, dans l'être humain, il y a un fond de bonté, une nature foncièrement bonne. Mais en fait, l'être humain est aussi capable du mal, du faux et du laid. C'est un être totalement contradictoire. Certains êtres ont été des brigands avant de devenir des saints. Il y en a qui ont pris le chemin inverse. Charles de Foucault, par exemple, bon, c'est quelqu'un qui a vécu dans le péché d'abord, et puis il s'est racheté. Il est devenu le contraire de ce qu'il avait été. Il s'est renié totalement. Il s'est converti. Il est devenu un autre homme. Voilà. Donc, il y avait une théorie selon laquelle Charles de Foucault, c'est un brigand. Il sera toujours un sale type, un voyou. Ça, c'est la prédestination. Bon, ce genre de personne, c'est bon pour l'enfer, quoi. Ben oui, mais lui, il a déjoué les pronostics. Et finalement, il est devenu un saint. Allez y comprendre quelque chose. Vous avez le cas de Jacques Fesch. Il avait été condamné à mort. Il a été exécuté, d'ailleurs. Mais finalement, en prison, il s'est converti. Alors, certains voudraient même le canoniser aujourd'hui. Il ne faudrait peut-être pas non plus pousser. Voilà. Mais en tout cas, le fait est que cet homme avait totalement changé en prison. Ça, c'est indéniable. Quand il a été exécuté, il n'était plus la même personne. Il a payé pour son crime, il a été guillotiné, mais en réalité, l'homme qui est monté sur l'échafaud n'était plus le même. Enfin, les victimes vont dire, si, c'était la même personne. Vous voyez, c'est très compliqué ça. Il s'est converti en fait. Alors, vous avez dans la Bible ce passage très fort de l'évangile de Jean, on va le citer. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Hein. Donc le Christ s'adresse à des pharisiens. Alors ils comprennent grammaticalement les énoncés de Jésus. Et logiquement, ça va, ils suivent, quoi. Mais ils ne comprennent pas par le cœur. Et c'est pour ça qu'ils ont une réaction de rejet viscéral, en fait. Ils ne peuvent pas supporter les propos de Jésus. Ils se disent, c'est insupportable cet homme-là. Dès qu'on l'entend, mais on est allergique. On ne peut pas le supporter. Ce type nous gêne. Hein. Socrate avait déjà le même effet, en fait. Alors pourquoi ce problème? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Il dit, vous êtes du diable, votre père. Oh là là, mais pourtant c'est des gens respectables, ils font partie des élites. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Ah, mais là, il fait leur procès, mais c'est affreux ce qu'il leur dit. Il ne dit pas simplement qu'ils ont pour maître le diable, mais il dit, vous avez ça dans le sang, vous avez ça dans les tripes, vous êtes d'un lignage homicide, vous aimez tuer, vous avez le meurtre en vous. Hein. Donc, les braves gens qui ont tué Jésus ne se rendaient pas compte qu'ils avaient autant de mal en eux. Et après avoir tué Jésus, ils ont vaqué à leurs occupations, ils n'étaient pas si méchants que ça. Mais ils ont été pris d'une rage collective. Ils ne pouvaient pas supporter cet homme-là. Ils se disent, il faut s'en débarrasser, c'est plus fort que nous. Bon, ce n'étaient pas des gens super méchants non plus, quoi. Mais Jésus a remué le couteau dans la plaie, quoi. Alors, à notre époque, il y a aussi beaucoup de, comment dire, d'illusions, d'erreurs, de fantasmes, de fausses sciences, d'égarements, d'hérésies, d'idéologies, ce qu'on appelle en allemand le Zeitgeist, l'esprit du temps, de mensonges, de tromperies. Il y a même ce livre de Scott Peck, Les gens du mensonge. Hein. Alors, ensuite, Jésus continue. Donc, il y a aussi des gens qui, effectivement, se complaisent dans une forme de mal. Hein. La convoitise, la luxure, la débauche, la séduction, la sensualité, la tentation, la perversion, la transgression. Mais pour certains, c'est bien caché. En réalité, ils ont l'air bien sous tout rapport, tout à fait raisonnables, etc. On ne sait pas exactement les passions qui les agitent. Parfois, c'est très, très caché. Hein. Il y a eu beaucoup de scandales, justement, touchant des milieux religieux,
on ne se doutait pas que certaines personnes avaient une double vie, en fait. Alors, Jésus enfonce le clou à propos du diable. Il dit, il était homicide dès le commencement. Et il ajoute, il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est cette conclusion qui doit nous faire réfléchir, c'est que dans le monde actuel, il y a une quantité énorme de mensonges qui se déversent chaque jour, hein. Et parfois, c'est des mensonges très grossiers, ça se voit tout de suite. Parfois, c'est beaucoup plus subtil, en fait. Et nous, on est là-dedans et parfois, on n'est pas très conscient. Et c'est pas tellement notre intellect qui doit être vigilant, c'est plutôt, je dirais, notre sensibilité. Alors, il faudrait dire l'inverse, c'est-à-dire que si nous développons une vie bonne et sainte, une vie de plus en plus pure, eh bien, finalement, nous découragerons ces mensonges. Il y a tellement de théories fausses dans le monde et on ne va pas les éplucher toutes. Ça ne sert à rien, en fait. Il y a des choses, c'est même pas la peine de discuter. Il faut montrer par l'exemple qu'il y a autre chose à faire et à être. Voilà, merci pour votre attention et on va avoir quelques questions maintenant. Merci, hein. Alors, y a-t-il des questions? Je voudrais juste te dire quelque chose quand on parle de Dieu et le monde et l'art et l'artiste. La chose la plus importante pour moi est que je suis un enfant de Dieu. Mhm, mhm. J'ai la même nature que Dieu. Ce n'est pas que je suis en partie d'un artiste, mais j'ai la même sorte de nature. Mhm. C'est Oui, comme ça, c'est toutes les choses avec logique. oui, Ils doivent être basés sur le cœur parce que Dieu nous aime et c'est pour ça qu'il a des enfants pour oui, avoir l'amour oui, et tout à fait. tout. Oui, 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 oui. mais très, très intéressant toutes les idées que vous avez. Oui, c'est Merci. bien. J'espère que la deuxième partie était plus vivante, hein. Mais bon, dans la première partie, j'ai quand même voulu parler des lois de la logique d'Aristote parce que c'est quand même important, hein. Voilà. Oui, Mais dans la deuxième partie, on a touché des sujets plus existentiels, hein, quand même, quoi. oui, 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 oui. Ouais. Mhm. Parce que si vous regardez, par exemple, la plupart des les théories sur le genre, si vous voulez, on voit qu'il y a énormément de passion derrière, hein. Donc, derrière un discours qui se veut rationnel, etc., vous avez des passions un peu inavouables et souvent de grandes souffrances d'ailleurs, hein. C'est pour ça que quand on parle, il ne faut pas en parler uniquement sur un plan intellectuel, il faut Oui, comprendre toutes les souffrances qu'il y a derrière, les traumatismes, hein. oui. Il y a des gens, si vous voulez, ils pensent comme cela parce qu'ils ont connu des situations elles-mêmes absurdes. Comment pouvez-vous expliquer des parents commettent l'inceste avec leurs enfants? C'est abominable, quoi. Mais une personne qui a vécu ça, elle est totalement perturbée, en fait. Tout son code est totalement dérangé. Mhm. Oui. Et donc, à partir de là, il faut. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire un travail sur eux-mêmes, hein. Mais pour Oui. certains, c'est impossible, quoi. Oui. Laurent, il y a Pierre qui demande, qui Ah lève la oui, oui, Pierre Beauregard. Bonjour Laurent, bonjour. Oui, bonjour du Québec. Oh, Bon bonjour. après-midi, bon Pierre. après-midi, je devrais dire. Oui. Premièrement, merci pour ta grande passion de la vérité, puis ta communication, ta passion de rechercher, d'expliquer ce qui est si difficile à expliquer. Puis, à la toute fin, en parlant du mensonge, hein, les gens du mensonge de Scott Peck et tout, et ce qui me traitait dans la tête, que ça va, c'est intriguant le fait qu'on a des tensions entre nous, puis on est tellement convaincus qu'on a chacun raison, puis Oui. on a tellement de la difficulté à trouver la vérité. Alors, je ne sais pas si tu
peux nous donner un petit conseil, quoi, comment s'en sortir? Ben, alors, Mm. justement, le docteur Lee que j'ai fréquenté, l'auteur de la pensionification, ce qui me frappait énormément, c'est qu'il ne portait jamais de jugement. Il parlait avec une patience infinie de Karl Marx, par exemple, de tous ces gens-là. Et en fait, il les aimait réellement. Il Mm. respectait vraiment ces personnes. Il disait, je vais vous expliquer pourquoi il pensait comme ça. Alors au début, on se dit, mais attends, c'est des malades, ces gens-là. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Jean-Pierre Gabriel, qui était le directeur du Nouvel Espoir. Euh, il nous disait, mais vous savez, les communistes, ils ont leur logique, en fait. Et souvent, Jean-Pierre, il étudiait la vie de, par exemple, de Mao Tse-tung ou de Lénine. Comment ils étaient devenus ce genre de personnes, hein. Alors, par exemple, Lénine, à un moment donné, on sait que son frère avait été tué par la Tchéka, la police du tsar, et dans un accès de rage, il a jeté son crucifix. Mm. Et là, on dit que voilà, le diable serait entré dans le cœur de Lénine, en fait, hein. Karl Marx lui-même a eu des expériences troublantes qui l'ont amené à écrire des poèmes très étranges, en fait, qu'on appelle des poèmes sataniques. Et ça n'est pas anodin. On va me dire, oui, mais ils étaient pleins à l'époque à écrire ce genre de poème. Oui, mais chez lui, c'est quand même très fort, quoi. Il avait pris sa dose, hein. Disons qu'au 19e siècle, il y avait beaucoup de gens qui fricotaient un peu avec ce genre d'idées, mais chez lui, c'est allé très, très loin. Alors, on ne sait pas exactement quelle passion secrète ont animé Karl Marx. On voit qu'il a le génie de tout renverser. Il met toutes les propositions où quelque chose est en dessous, il met au-dessus. Alors, ça, c'est typique justement d'une certaine logique, on va dire, diabolique, hein. C'est l'art de tout renverser, quoi, si vous voulez. Mm. Et ça a été préparé depuis des siècles. Il y a cet esprit dialectique qui est là et qui a dominé en partie le 20e siècle, hein. Alors, depuis la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens se disent, mais comment le monde a-t-il pu être aussi stalinien au XXe siècle? C'est pas possible. Est-ce que les gens croyaient vraiment en ça? Oui, il y a eu un moment donné où il y avait une passion pour le communisme, hein. C'était effrayant. Alors, Mm. de nos jours, il y a d'autres passions qui nous tombent dessus et probablement nos descendants se diront, mais comment les gens ont pu croire des choses pareilles, quoi? C'est fou. Oui, Mm. oui. Je crois que Guénolé a une question. Guénolé, c'est à toi. Ah, merci beaucoup, pareil. Je t'en prie. Oui, merci aussi pour toute la présentation, c'est vraiment intéressant et ça me touche vraiment. On ne voit pas. As- Et As-tu une question particulière? oui, je voudrais savoir, et à, à voir, j'ai compris un truc que le, la logique est en Dieu et ça s'est contaminé, ça se contamine dans toute la dans toute la création. Mhm. Et il y a aussi l'idée de la beauté qui se contamine aussi dans tout ce que Dieu a créé. Et je voudrais savoir d'abord le lien entre la logique et la beauté et, et pourquoi aujourd'hui, par exemple, bon, il y a le problème de la guerre un peu partout. Et comment se fait-il que cette beauté ne peut pas être contaminée et supprimer l'idée de la guerre et de l'idée de la violence. C'est-à-dire Oui, comment Yeah. Try to understand. j'ai l'impression que si à partir de la logique, on peut contaminer, la beauté peut se faire contaminer, c'est aussi à partir de la logique, on peut aussi se faire contaminer la paix. Et voilà, quel lien on peut établir avec l'idée de l'unification et tout. Voilà, c'est ce que oui, j'ai envie oui. de C'est demander comme vrai. question. C'est très vrai. Je En sais pas si... réalité, oui. En réalité, quand on voit, par exemple, euh, l'Allemagne et la France, on les a souvent dépeints comme des ennemis héréditaires. C'était vraiment fait pour se battre, en fait, hein, les deux peuples. C'était vraiment une sorte de haine viscérale qui s'était établie. Et puis, actuellement, il y a plutôt un mariage de raison entre les deux nations, en fait.
Hmm. Les mêmes facteurs qui avaient conduit à la guerre ont conduit à la complémentarité. Un autre exemple, c'est les États-Unis et le Japon. Alors, quand il y a eu la reddition du Japon, MacArthur a tenu un discours prophétique. Il a dit, je vous assure que la même logique qui a conduit le Japon à sacrifier ses voisins va l'amener à devenir un artisan de paix dans la région. Il a dit, moi je vois un autre Japon. Ah, mais je connais le Japon guerrier, ça je connais bien en fait. Je les ai combattus. Mais il dit, je vous dis que ces gens-là, si on les prend bien, ils vont devenir les meilleurs artisans de paix dans la région. Et c'est ce qui s'est passé en fait, hein. Le Japon a été beaucoup plus grand dans une logique pacifique. Il a entraîné l'Asie vers un développement économique, enfin les nations qui se dotaient d'un régime démocratique. MacArthur a dit, il faut bien prendre les Japonais. Si on les prend mal, ils vont devenir de plus en plus méchants. Si on les prend bien, on va en faire des alliés pour toujours, hein. Donc il avait une logique admirable, il a vraiment compris le cœur de ses interlocuteurs. Ça datait de longtemps, en fait, il avait fréquenté l'Asie depuis qu'il était petit. Il s'était fait une certaine idée, en fait, des peuples asiatiques, hein. Et alors, il a pris un peu tout le monde à rebrousse-poil, parce que beaucoup de généraux américains lui disaient, il faudrait que tu exécutes pas mal de Japonais, ils ont été méchants quand même. Alors, il dit, oh non, non, c'est pas la peine. Non, 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 moi, je vais m'arranger avec ces gens-là. On va se montrer clément et on va bien les prendre, hein. Et il a eu tout à fait raison. C'était la bonne attitude, hein. Alors, par exemple, Mandela aussi, en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui a pris à contre-pied son propre camp. Il a dit, moi, je vois tout à fait la possibilité que les Noirs et les Blancs se parlent dans ce pays. Pour moi, c'est tout à fait possible. Je suis convaincu que c'est... On a dit, mais quand même, Wow. tu as passé 30 ans en prison, comment tu peux parler comme ça? Mais il a réussi ce tour de force. Alors, c'est pas sûr que ses successeurs y arrivent autant, hein. Mais en tout cas, lui-même, il a montré je dirais, un bon exemple, quoi. Assez rare dans le monde actuel. Ouais. Donc, les mêmes facteurs qui peuvent créer l'antagonisme peuvent susciter le protagonisme. Les mots discorde et concorde, en fait, les mêmes gens qui se sont haïs parfois deviennent de très bons amis, hein. Ça peut arriver partout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'art peut aider. Notre fondateur jouait énormément là-dessus, sur la possibilité pour l'art de transcender les conflits idéologiques, hein. Mais cela dit, il faut quand même faire attention parce qu'il y a aussi la beauté du diable, hein. Il ne faut pas l'oublier, il y a des formes culturelles qui peuvent être sulfureuses, hein, malgré tout, quoi. Mm. Y a-t-il d'autres questions? Oh non, non, de mon côté, non. Non? D'accord. Est-ce que quel- quelqu'un voudrait poser d'autres questions? D'accord. Écoutez, j'espère que ce programme vous a intéressé. La dernière conférence de l'année portera sur la méthodologie, un domaine un peu connexe, mais quand même différent. Et ça se terminera comme ça. Donc, c'est en décembre, hein, je ne me rappelle plus exactement la date, assez tôt quand même, un peu avant Noël. Donc, on parlera de la méthodologie et ce sera la fin de l'étude de la pensée d'unification. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de soirée alors. Bon Merci, courage. Laurent. Oui, merci.